Alors maintenant, passons aux objets en JavaScript. Ça va être un nouvel outil que vous allez utiliser très régulièrement et qui va avoir plein d'applications, vous allez le voir. Mais l'application principale, ça va être de stocker plusieurs valeurs en JavaScript. En fait, on a déjà vu quelque chose qui permet de stocker plusieurs valeurs en JavaScript. C'est les tableaux. Les tableaux, je vous rappelle, entourés de crochets en JavaScript, on a vu que c'était des listes ordonnées d'éléments, ordonnées de 0 à la longueur du tableau moins 1, séparées par des virgules. Et donc, on avait vu au premier semestre qu'on peut écrire en JavaScript var tableau pg égale Philippe, donc entre crochets, Philippe entre guillemets, la chaîne de caractères Philippe, virgule la chaîne de caractères Gambette, virgule la chaîne de caractères philippe.gambette@u-pem.fr. Et dans ce cas-là, vous savez que si vous écrivez tableau pg crochet 0, vous obtenez Philippe, tableau pg crochet 1, vous obtenez Gambette, et tableau pg crochet 2, vous obtenez philippe.gambette@u-pem.fr. Et que si vous écrivez tableau pg.length, vous obtiendrez 3, puisque c'est la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre de cases. Et bien en fait, aujourd'hui, on va voir qu'il y a une autre manière de stocker plusieurs valeurs en donnant un nom à ces valeurs. C'était quand même assez frustrant, justement, de ne pouvoir désigner Philippe Gambette, philippe.gambette@utpem.fr que par des numéros, vous voyez, numéro 0, numéro 1, numéro 2. Genre, si vous avez plusieurs personnes à stocker dans des variables de ce type-là, vous serez obligé de vous rappeler que en fait, c'est le prénom qui est en position 0, le nom en position 1 et l'adresse de courriel en position 2. Alors que, avec les objets, ben justement, vous allez faire comme ce qu'on fait avec des tableaux associatifs en PHP, vous savez, les fameux arrays qu'on a commencé à voir ensemble, eh bien, vous allez les stocker sous forme clé, valeur. Donc la clé sera toujours une chaîne de caractères, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets autour, toujours une chaîne de caractères. Par contre, les valeurs, on pourra voir que c'est plusieurs valeurs. Là, dans mon exemple, je vais commencer simple. Pour l'instant, on va mettre des chaînes de caractères et on va les séparer par des virgules. Et donc, plutôt que d'avoir un tableau PG, je peux faire un objet qui va être objet, que je vais appeler objet PG, que je vais stocker dans une variable qui s'appelle objet PG. Donc comme d'habitude, je déclare ma variable en écrivant var objet PG. Et ensuite, je fais, après cette déclaration de variable, je fais une initialisation de la variable en écrivant égal. Donc je fais une affectation, je vais stocker ce qui est à droite du égal dans la variable objet PG. Et quelle valeur je vais stocker? Eh bien, je vais mettre des accolades pour dire que c'est un objet. Et vous voyez qu'entre les accolades, j'ai mis à chaque fois des couples clés, valeur. À la clé prénom, j'associe la valeur chaîne de caractère Philippe. À la clé nom, j'associe la valeur chaîne de caractère Gambette. Et à la clé courriel, j'associe la valeur chaîne de caractère philippe.gambette@unif-fl.fr. Bon, n'essayez pas de me dire que je me suis trompé dans l'adresse mail UPEM, c'est vraiment que je voulais vous montrer que c'est très 2019, hein, UPEM, mais comme les tableaux, voilà, ça fait un semestre qu'on a appris ça, maintenant vous maîtrisez, et maintenant on peut attaquer la nouveauté avec les objets en JavaScript et l'université Gustave Eiffel. Alors, du coup, ces objets vont marcher comme les tableaux associatifs en PHP. Vous allez voir, quand vous voulez accéder à une case, vous pourrez écrire le nom du tableau, entre crochets, entre guillemets, nom. Et là, vous récupérez le nom Gambette. Vous voyez, si vous écrivez objet PG, entre crochets, entre guillemets, nom, en fait, la valeur de ça, ça va être la chaîne de caractères Gambette. Et puis en fait, on verra qu'il y a une autre façon d'y avoir accès. Et un autre intérêt, c'est qu'en fait, vous avez carrément un format de fichier qui correspond à ça. Vous voyez, la syntaxe de JavaScript, la façon d'écrire les objets en JavaScript, a eu tellement de succès et tellement pratique que des gens en ont dérivé un format. Vraiment, si vous écrivez les objets avec ce style-là, avec ces conventions-là, en fait, vous écrivez ce qu'on appelle du code JSON pour JavaScript Object Notation. La notation des objets en JavaScript, c'est carrément un format de fichier maintenant. Et justement, on verra aujourd'hui, dans la troisième vidéo, de quelle manière on utilise ce format de fichier pour échanger des données entre des sites web. En tout cas, transmettre des données. Alors, voyons voilà maintenant quels sont les différents types de valeurs qu'on peut associer à des clés dans des objets. Alors, la valeur de base que je vous ai montré, c'est des chaînes de caractères. Mais si vous ne mettez pas de guillemets, vous pouvez écrire des flottants, donc écrire 0.5 ou des booléens. Je vous rappelle, attendez, que les entiers, ça marche aussi, hein, si vous écrivez 1 tout court, ou 52, 18, eh bien, ça marche. J'aurais peut-être dû dire que c'était des nombres. En tout cas, c'est le type number en JavaScript. Vous pouvez aussi utiliser des booléens, true ou false en JavaScript, etc. Tous les types JavaScript conviennent. Mais vous pouvez aussi utiliser des tableaux.
des tableaux de ce que vous voulez, tableaux de chaîne de caractères, de flottants ou autre. Donc dans ce cas-là, il suffira de mettre après les 2 points quelque chose qui se trouvera entre crochets, et les différentes valeurs du tableau séparées par des virgules. Et puis, vous pouvez aussi mettre des objets. Vous pouvez mettre des objets dans des objets. Donc par exemple, dire que, associé à mon objet, objet PG, je vais rajouter une clé qui va être établissement, et la valeur de établissement sera entourée d'accolades, parce que l'établissement lui-même sera désigné par un objet qui aura pour clé nom la valeur Université Gustave Eiffel, et pour clé adresse, la valeur 5 boulevard Descartes, Marne-la-Vallée. Vous avez remarqué une erreur? En fait, c'est pas une erreur. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas de guillemets autour de l'établissement. C'est parce que, en fait, la clé ne peut être que une chaîne de caractères. On ne peut pas mettre autre chose comme clé. Même si vous voulez mettre un entier, en fait, vous devez mettre une chaîne de caractères. Et du coup, dans certains cas, quand il n'y a pas de caractères spéciaux, quand c'est juste des caractères de A à Z à la suite, avec éventuellement des majuscules, vous pouvez vous passer des guillemets. Le navigateur va les rajouter tout seul, en fait. Bon, évidemment, si dans votre clé, vous voulez mettre un espace, alors c'est pas forcément une bonne idée, mais si vous voulez le faire, dans ce cas-là, vous serez obligé de mettre des guillemets. Ou si vous mettez des 2 points, ou des anti-slash, vous voyez, tous les caractères spéciaux qui seraient compliqués à analyser, il faudra mettre des guillemets autour. Je vais peut-être vous préciser quelque chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est que les objets sont construits de telle manière que quand on va donner l'objet, quand on veut accéder à une valeur d'une clé d'un objet, ça va être très rapide. C'est vraiment optimisé. Le navigateur n'aura pas besoin d'aller vérifier pour chaque valeur, enfin pour chaque clé, quelle est la clé qui existe et si elle correspond à la clé que vous avez donnée. Non, là, ça sera vraiment très rapide pour accéder à une valeur. Dernière chose qu'on peut mettre comme valeur, qui est assez impressionnant, on peut mettre carrément des fonctions JavaScript. Donc voilà, vous pouvez mettre, dire que en fait, dans l'objet objet PG, vous allez stocker une fonction que vous allez appeler non complet. Donc voilà, avec la clé non complet, vous allez associer à la clé non complet la valeur function parenthèse, donc vous voyez une fonction qui n'a pas de nom, mais qui va faire quoi? Vous voyez qu'entre accolades, j'indique return this.prénom plus un espace entre guillemets, plus this.nom. Qu'est-ce que c'est que ce this? Il devrait vous faire penser à jQuery, où on avait vu non pas this tout court, mais en jQuery, on avait vu le sélecteur this, qui s'écrivait avec $ entre parenthèses this. Et bien là, c'est le même genre d'utilisation en JavaScript. En fait, ça va faire référence à cet objet-là, vous voyez, this, cet objet, qui justement a une clé non complète. Et donc, si cet objet-là, j'écris juste après point prénom, et bien justement, ça va récupérer la valeur de sa clé prénom. Et si j'écris this.nom, ça va récupérer la valeur de la clé nom de l'objet. Et bien, donc justement, peut-être je vais vous montrer comment on peut le tester, enfin ce que ça donne concrètement si j'utilise cette fonction. Donc pour cela, je récupère le code de mon objet. Je vais passer... alors il faudrait que je passe sur mon site, parce que quoique non, je peux faire ça ici. Ouais, mais ici, il va peut-être pas aimer. Attendez, je vais vous faire ça dans une autre page. Quand on ouvre la console dans Google Drive, des fois, il n'aime pas ce qu'on y fait. Parce que c'est incompatible avec ce qu'il y a déjà comme script JavaScript dans Google Drive. Donc c'est pour ça que je préfère ouvrir un nouvel onglet. Là, si je mets objet PG, donc vous voyez, je retrouve les différentes valeurs, et puis vous voyez que j'ai un petit triangle là. Si je clique sur le triangle, je vois la liste de toutes les clés et des valeurs associées. Vous avez peut-être déjà deviné, je vous remets ici, comment on ferait pour appeler cette fonction-là non complet. Eh bien, vous voyez qu'à l'intérieur de la fonction, j'ai utilisé le nom de l'objet finalement, puis un point, puis le nom de la clé. Et bien donc, si je veux appeler la fonction non complet ici, en quelque sorte, j'aurais juste à écrire le nom de l'objet, objet PG, point, non complet, et puis ensuite, comme c'est une fonction, je vais mettre des parenthèses. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Donc j'écris le nom de mon objet, objet PG, point, et vous voyez, il me propose tout ce que je peux faire sur une fonction. Donc en particulier, les choses que j'ai mises à l'intérieur, pardon, ce que je peux faire sur l'objet objet PG. Je vois toutes les clés que j'ai mises à l'intérieur, et puis je vois aussi des choses en plus, qui sont définies par défaut dans le langage JavaScript, disons. Et donc en particulier, je vois non complet.
Si je fais juste ça, entrée, il va me renvoyer, me donner comme valeur la fonction elle-même. Maintenant, si je veux appeler la fonction, il faut que je fasse mon appel de fonction, donc que j'ajoute des parenthèses. Et vous voyez que si j'appuie sur Entrée, en fait, il va récupérer les informations de l'objet, le prénom d'abord, puis mettre un espace, puis mettre le nom, et donc me recréer la chaîne de caractères Philippe Gambette afin de me la renvoyer. Le renvoyer avec le return qui se trouve ici. Donc vous voyez, c'est assez fort, on peut associer des fonctions directement à des objets en JavaScript, à l'intérieur des objets. Donc faire des calculs, en gros, à l'intérieur de l'objet lui-même, en fonction des différentes valeurs de l'objet. Ah oui, tiens, peut-être que je peux vous montrer qu'effectivement la fonction va être recalculée en direct. Imaginez que je veuille changer le nom, ou le prénom, tiens, je vais me changer mon prénom à l'américaine. Alors comment je change le prénom? On a vu que si je voulais récupérer le prénom, j'écrivais objet pg.prénom. Et il me suffit de faire une affectation. Si je fais égal Philippe, comme ça marche. Regardez, si vous n'êtes pas convaincu, si je refais objet pg, c'est bien Philippe, le nouveau prénom. Et maintenant, si je refais, je récupère la fonction non complet, et je fais un appel de fonction en rajoutant les parenthèses. En effet, le nom complet généré, c'est bien Philippe Gambette, avec un prénom écrit à l'anglaise. Donc voilà, c'est quand même assez pratique ces objets pour stocker des choses, et même stocker des choses qui peuvent se calculer. Alors, voyons, en fait, on a commencé à le voir en pratique, on va voir un peu plus en détail comment on appelle ce qu'il y a dans les clés. Alors déjà, quand les propriétés, enfin quand les valeurs associées à ces clés sont des tableaux, des objets, des chaînes de caractères, des flottants, des booléens, bref, tout sauf des fonctions, on va appeler ça des propriétés de l'objet. Et donc on va dire que Phil, là, c'est ma propriété prénom. À la ligne que j'ai écrite là, objet pg.prénom égale Phil, je suis en train de changer la propriété prénom, et j'affecte la valeur Phil, entre guillemets, à ma propriété prénom. Maintenant, si je veux afficher cette valeur, on a vu qu'il suffisait d'écrire le nom de la variable qui contient l'objet, objet pg, point le nom de la valeur, donc prénom. Donc voilà, ça on l'a déjà testé. En fait, on peut aussi faire comme avec des tableaux associatifs, c'est-à-dire comme des tableaux, je vais mettre des crochets. Donc vous voyez, ça c'est comme en PHP en fait, entre crochets, entre guillemets, le nom de la clé. Alors ça, je vais vous le montrer pour vérifier que ça marche bien. Objet pg, entre crochets, nom, il m'affiche bien Gambette. Maintenant, on va essayer de l'arnaquer. Si je mets entre crochets nom de famille, et que là j'appelle ça aussi Gambette. Ok. Bon, si j'écris objet pg entre crochets nom de famille, évidemment. Alors oui, à chaque fois que j'essaye de compléter automatiquement, j'utilise tabulation pour qu'il choisisse dans la liste que je veux. Donc là, évidemment, il me met Gambette. Maintenant, si je veux essayer de faire la notation objet, vraiment, avec le point, et vous voyez, quand je commence à écrire nom, là, il ne me propose pas nom de famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace, et donc il ne va pas savoir gérer les espaces. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas génial de mettre des espaces dans les noms des clés, dans les noms des propriétés de vos objets, parce que, justement, vous ne pourrez pas les appeler, ces propriétés, récupérer leurs valeurs, à l'aide de la syntaxe, de la manière d'écrire qui correspond aux objets, avec le point. Et donc là, vous êtes en train de comprendre que finalement, des choses qu'on écrivait sans s'en rendre compte, quand on écrivait sans s'en rendre compte console.log, que je vous avais dit, c'est une fonction, console.log, Toto, qui va m'afficher Toto dans la console. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est l'objet console, regardez, c'est vraiment un objet, il a plein de propriétés, et surtout ici plein de fonctions à l'intérieur, et en fait on appelle la fonction associée à cet objet. Alors, quand on appelle une fonction, quand la valeur est une fonction, je ne vous ai pas encore dit comment on appelait ça, on n'appelle pas ça des propriétés, je vais passer à la diapo suivante pour vous le montrer, on appelle ça en fait une méthode. Voilà. Et donc, je vais peut-être déjà utiliser ce terme sans y faire très attention. Une méthode, finalement, c'est une fonction qui s'applique sur un objet, l'objet qui précède le point. Et je l'ai probablement utilisé en jQuery, puisqu'en jQuery, vous avez des méthodes, par exemple, .html, .children, .parent, etc.,
tout ça, c'est bien des fonctions. Vous voyez que vous pouvez les appeler comme des fonctions. Vous mettez des parenthèses avec les entrées à l'intérieur, comme pour un appel de fonction classique. Mais juste la fonction va s'appeler sur, la valeur qu'il y a avant. Voilà, l'objet qui sera désigné par 10. Et donc, bah, justement, vous voyez que finalement, log, c'est une méthode de l'objet console. C'est pour ça quand j'écris console.log, mais vous voyez que vous avez aussi console.memory, bah ça pour le coup c'est une propriété, puisque justement ça m'affiche juste une valeur. Est-ce que j'en ai d'autres? Voilà, console.clear, si je mets pas de parenthèse, ça me renvoie une fonction, donc je comprends que c'est une méthode, puisque en fait c'est une fonction, et je rajoute les parenthèses pour appeler la fonction, ou appeler la méthode clear sur l'objet console, et là il me supprime tout ce qu'il y avait dans la console en écrivant console was cleared et en me renvoyant undefined parce que ça ne renvoie rien, cet appel de méthode clear. Et ben voilà, donc à partir de maintenant, vous saurez que algorithmes et fonctions que j'utilisais au premier semestre, je vais les remplacer par le terme méthode quand c'est des algorithmes ou des fonctions qui s'appliquent sur un objet, après un point. Voilà donc pour le vocabulaire de base, donc retenez bien, propriété et méthode. Length, par exemple, c'est une propriété de toutes les chaînes de caractères. Bon, c'est un cas particulier, vous voyez, d'habitude on utilise les propriétés sur des objets, mais voilà, les chaînes de caractères, elles ont aussi une propriété length. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, il y a des propriétés et des méthodes sur les chaînes de caractères. Me serais-je trompé? Ouais, là, l'exemple en tout cas que je vous donne, c'est un exemple non pas de méthode, mais de propriété. Mais ça marche aussi pour les méthodes. Vous voyez, si je vous donne la méthode toLowerCase, elle vous permet de convertir en minuscules ce qui précède. ToUpperCase, on l'a déjà vu dans un TP sur les formulaires pour mettre en majuscule le contenu d'un champ. Et bien en fait, c'est une méthode qui va s'appliquer sur la chaîne de caractères qu'il y a avant. Je vous propose une nouvelle méthode sur des chaînes de caractères aujourd'hui, la méthode substring. Elle permet de prendre une sous-chaîne qui commence au caractère numéro 2 en JavaScript, sauf que la numérotation commence à 0, donc en fait ça commence au 3e caractère, jusqu'au 3e caractère, parce qu'en fait, ça va s'arrêter au caractère qui précède le caractère numéro 3 en JavaScript. Le caractère numéro 3 en JavaScript, c'est le 4e caractère, sauf qu'on s'arrête avant, donc finalement c'est jusqu'au 3e caractère. Donc c'est pour ça que ça va afficher qu'un seul caractère, le 3e qui est i. Je vous laisse reprendre cet exemple à tête reposée si vous voulez bien vous convaincre que, effectivement, fil entre guillemets .substring 2,3 renvoie bien uniquement le 3e caractère. Et puis vous pouvez enchaîner les appels de méthode, puisque les méthodes, elles renvoient des valeurs. Donc regardez, vous voyez, objet.non complet, il renvoie une chaîne de caractères. Objet PG, pardon, point non complet, on a vu qu'il renvoyait une chaîne de caractères. Du coup, de même que je pourrais écrire Philippe Gambette.toUpperCase, je peux tout à fait écrire .non complet .toUpperCase. Et là, vous comprenez pourquoi ça marche en jQuery d'écrire un sélecteur .parent, .children, des trucs quoi, d'autres méthodes. Parce qu'en fait, les méthodes, les appels de méthodes vont se combiner en réutilisant à chaque fois en entrée ce qui a été renvoyé par l'appel précédent. Alors en fait, c'est pas tout à fait en entrée, ça va l'utiliser et ça va être stocké dans this, et donc les méthodes, vous voyez, en fait, toUpperCase, elle sait qu'il faut qu'elle prenne this, qui correspond à ce truc-là, pour le passer en majuscule. Ce truc-là sans le point. Voilà, elle arrive à accéder à ça grâce à this, et elle le passe en majuscule, et là, elle le renvoie avec return. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a le toUpperCase? Attendez, je vais essayer de voir si ça marche, je suis pas sûr. Non, vous voyez, il ne vous l'affiche pas. Il vous dit native code. Il ne vous donne pas le code de la fonction JavaScript toUpperCase, parce que c'est un code natif, c'est un code intégré dans le langage, et donc ils ne veulent pas vous dire comment est-ce qu'ils l'ont programmé, mais je vous dis à l'intérieur, il y a un this et il y a un return à la fin pour renvoyer la chaîne de caractères passée en majuscule. Ok, alors, donc vous voyez, là je vous ai affiché sur la droite plein de méthodes ou de propriétés qui existent sur les chaînes de caractères. Et donc vous voyez qu'il y en a pas mal en effet. Carat par exemple, ça va vous donner le caractère à telle position dans la chaîne. Et donc c'est une manière de faire plus simplement le substring si ce que vous voulez récupérer c'est juste un seul caractère, puisque vous récupérez une sous-chaîne mais qui n'a qu'un seul caractère.
Alors maintenant, pour vous entraîner, voir si vous arrivez à manipuler les objets et à récupérer des valeurs à l'intérieur, bah, je vous propose justement d'utiliser cet exemple. Donc vous allez voir, je vais prendre var data égale tout ça. Donc ça parle de films, de réalisateurs, réalisatrices. Et par exemple, je vous demande de récupérer, et donc d'afficher Cyril Dion en, en récupérant dans data la valeur de la clé qui correspond à Cyril Dion en utilisant la syntaxe objet, c'est-à-dire avec des points. Eh bien, d'abord, je crée ma variable data. Et donc, si je fais juste data, il me renvoie tout. Moi, je veux pas tout. Je veux juste la valeur correspondant à Cyril Dion. Alors, regardez, où est-ce qu'il est, Cyril Dion? Il est là. Du coup, il est dans Personne, qui se trouve lui-même dans... Bref, dans le premier film. Donc, vous voyez, data, en fait, il me dit c'est un array, c'est un tableau avec deux cases. Pardon, c'est film qui est un tableau avec deux cases. Donc, il faut que je fasse data.film pour avoir mon tableau de deux cases. Voilà. Maintenant, puisque c'est un tableau de deux cases, bah, je vais récupérer la première case, puisque Cyril Dion est à l'intérieur de la première case. Du coup, comme les tableaux normaux, data.film, crochet 0 pour dire c'est la première case du tableau film. Maintenant, je déroule pour voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a fait la... Enfin, ou les personnes qui ont fait la réalisation du film. Donc, je rajoute point réalisation. Je vois que j'ai un objet qui contient juste la clé personne. Et du coup, je vais récupérer la valeur associée. Là, je vois que j'ai en fait un tableau avec deux cases. Donc, Cyril Dion étant dans la première case, je vais récupérer la première case avec crochet 0. Et maintenant, je vais récupérer en fait son prénom et son nom. Alors, regardez, c'est bien ça, nom et prénom. Et donc, bah, si je veux récupérer son prénom, je fais ça. Si je veux récupérer son nom, je fais ça. Si je veux récupérer les deux avec un espace au milieu, j'ai copié ma chaîne, je rajoute pré avant nom, je concatène avec une chaîne vide, puis je rajoute en collant nom, et j'obtiens bien ce que j'ai récupéré dans les données du premier film, dans la propriété réalisation, dans la propriété personne, la première personne, la propriété prénom, suivi de la propriété nom de cette même personne. Maintenant, ben, pour utiliser la syntaxe tableau associatif, ben, ce que je vous conseille, peut-être faites une pause sur la vidéo et puis essayez de le faire par vous-même pour afficher Mélanie Laurent, mais cette fois-ci sans utiliser les points. Alors, on va voir si vous avez bien fait la chose. Eh bien, data, à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a dans data? Il y a film. Alors, tableau associatif, j'écris film comme ça. Entre crochets, entre guillemets. Ça contient un tableau. Donc, je prends la première case avec crochet 0. Je vois que ce qui m'intéresse, c'est la propriété réalisation. À nouveau, je le mets entre crochets, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est la propriété personne, que je mets à nouveau entre crochets, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est la première, non, c'est la deuxième personne, donc crochet 1, puisque c'est Mélanie Laurent, la co-réalisatrice. Et puis, ben, cette fois-ci, oups, je vais récupérer. Là, vous voyez, je suis en train d'essayer d'utiliser les touches de direction pour monter et descendre. Voilà, je vais utiliser prénom pour récupérer son prénom. Je copie le tout, je sélectionne, je copie, je concatène avec une chaîne de caractères espace, et je colle le nom Mélanie Laurent. Voilà. Et ben, c'est bon, et ça devrait correspondre à ce que je vous ai indiqué dans les diapos suivantes. Voyons cela. Voilà. Bon, je vous montre. Ah oui, un intérêt d'utiliser la syntaxe en tableau associatif, c'est justement de pouvoir créer la chaîne de caractères qui correspond à la clé, par exemple par une concaténation, comme je l'ai fait ici en écrivant fil entre guillemets plus m entre guillemets. Voilà pour ça. Ou même, vous voyez, si c'est des entiers pour un tableau, bah, vous pouvez faire des additions sur les entiers pour désigner une case d'un tableau. Bah là, c'est pareil pour les clés des tableaux associatifs. Et donc, comme je vous le disais, bah, en fait, tout ça correspond carrément à un format de fichier. Alors bon, en fait, ça va pas marcher pour les méthodes. Vous pouvez pas mettre des fonctions quand vous créez des fichiers en JSON. Vous pourrez seulement mettre des propriétés, mais c'est déjà pas mal. En fait, il y a des convertisseurs qui vous permettent de passer du format JSON au format CSV. Alors en fait, vous ne l'avez pas forcément vu en TP de base de données, mais bah, justement, si vous avez un fichier tableur
sous Excel ou OpenOffice ou Google Sheets, vous pouvez exporter en CSV, et ensuite, grâce à ces bibliothèques, des bibliothèques soit PHP, soit JavaScript, vous pouvez convertir... Non, non, pardon, c'est des sites web en fait. Il faut convertir vraiment sur le site. Eh bien, vous pouvez récupérer les données au format JSON, et donc dans des fichiers que vous pourrez charger facilement en JavaScript. Alors, on reprend vite fait le format JSON, mais en fait, ça va être que des rappels de ce qu'on a vu, puisque c'est la même notation que les objets. Mais je voulais juste vous montrer comment on pouvait représenter ça graphiquement avec ce qu'on appelle des automates. Et en fait, vous voyez que ces automates, bah, ça ressemble un peu à ce que je vous ai fait pour les aides-mémoire jQuery et SQL. L'idée, c'est de les lire en suivant des chemins à chaque fois. Donc là, bah, vous voyez qu'un objet, ça commence toujours par une accolade, c'est au début du chemin. Et puis, bah, soit vous passez par le chemin du haut et vous terminez à l'accolade fermante, donc ça sera l'objet vide. Soit vous passez par le chemin du milieu, à une chaîne, vous associez une valeur. Donc ça va être soit des propriétés, soit des méthodes. Et puis, bah, soit vous terminez là, avec une seule clé et une seule valeur, soit vous passez par le chemin du bas et vous rajoutez une virgule avant de rajouter à nouveau un autre couple chaîne-valeur. Du coup, c'est quoi une valeur? Une valeur, on a vu, ça peut être soit une chaîne, soit un nombre, soit un objet, soit un tableau, soit true, soit false, soit null en fait. Vous voyez qu'ici, je ne parle pas des fonctions, je vous ai dit, dans la notation, dans le format de fichier JSON, on ne peut pas mettre de fonction, contrairement à la réelle notation des objets en JavaScript. Et puis, bah, vous voyez, une chaîne, on n'a pas encore vu ce que c'était, bah, du coup, on va voir ce que c'est. Une chaîne, toujours, il y a des guillemets autour. En fait, ça peut aussi être des guillemets simples. Et puis, à l'intérieur, bah, vous avez différents caractères, Unicode. Vous voyez, c'est écrit en anglais ici. Et puis, bah, si c'est des caractères spéciaux, en tout cas, vous ne pouvez pas avoir de guillemets dans ces caractères Unicode, parce que sinon ça voudrait dire que c'est la fin de la chaîne de caractères, ni des anti-slash, parce que sinon ça veut dire que c'est justement un caractère spécial. Et donc si vous voulez mettre un caractère spécial, eh bien il faut revenir là au début et puis commencer par mettre un anti-slash avant de mettre votre caractère spécial. Donc voilà pour ça, ça vous dit vraiment comment on construit une chaîne en JavaScript. Vous voyez qu'il y a des caractères spéciaux dont on n'a pas forcément parlé jusqu'à maintenant, par exemple anti-slash n pour écrire une nouvelle ligne. Et sous Windows, ce sera anti/R, anti/N combiné. Là, c'est le retour chariot, anti/R. C'est pas forcément une nouvelle ligne, c'est juste un retour à la ligne. Et puis, bah, on a vu qu'on pouvait aussi mettre des tableaux comme valeur. Donc, un tableau, ça se fait comment? Bah, entouré de crochets, et puis en séparant chaque valeur par des virgules. Et puis, les nombres, vous voyez qu'en fait, les nombres, c'est plus compliqué que ce qu'on penserait à noter en JavaScript. Parce que bah, soit c'est un nombre positif, soit négatif, d'où le passage ici par un moins. Puis ensuite, il y a des chiffres, digits, entre 1 et 9, ou le 0. Le 0, il est un peu particulier parce qu'on peut l'éviter. Non, parce que on va pas mettre des zéros qui servent à rien en début d'un nombre. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous pouvez pas combiner plusieurs zéros à la suite. Et du coup, vous voyez qu'après un zéro, vous êtes obligé de mettre une virgule. Vous pouvez pas remettre des chiffres. En gros, ça vous empêche de mettre des zéros non significatifs. Petite anecdote. Du coup, si vous voulez stocker des départements, enfin des codes postaux dans des nombres, c'est pas forcément une bonne idée, parce que vous voyez, pour l'un, pour la ville de Bourg-en-Bresse, je sais pas, vous allez avoir 01000 comme code postal, et du coup, si vous considérez que ça c'est un entier, eh ben, ça sera pas le cas de JavaScript. Il dira non, c'est pas un nombre correct, parce que ça commence par un 0 non significatif avant le 1, donc il dit non, moi je connais pas. Moi, à la rigueur, 1000, je dirais que c'est un nombre, mais 0 1000, ça n'existe pas pour moi. Enfin là, ce serait 0,1. Ouais, si, c'est ça, 0 1000, si on voulait écrire le code postal de la capitale de l'Ain en chiffres uniquement, enfin dans un nombre. Vous voyez aussi qu'il y a des petits E et des grands E qui veulent dire puissance, enfin x10 puissance moins quelque chose ou x10 puissance plus quelque chose pour faire des nombres à virgule ou des nombres très 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 grands. Donc en tout cas voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblait une documentation technique quand on utilise un outil visuel qui est l'automate pour la représenter, avec ses différents chemins qui montrent toutes les options possibles pour écrire notre format JSON. Alors en pratique, comment on va utiliser des fichiers au format JSON? La première chose qu'il va falloir faire pour les utiliser, c'est les parser, c'est-à-dire analyser leur structure. Un parseur en anglais, on traduit ça par analyseur syntaxique en français. C'est un code informatique qui va permettre de déchiffrer la structure d'un document pour en extraire les informations. Et donc des parseurs pour JavaScript, il y en a dans différents langages. Il y en a en PHP, où vous allez avoir JSON decode qui récupère justement une chaîne de caractères qui contient du code au format JSON, et qui va vous renvoyer un tableau associatif en PHP.
À l'inverse, si vous avez un tableau associatif, par exemple, qui vient d'une base de données, vous pouvez utiliser JSON encode pour transformer ça en un fichier au format JSON. Et bien ensuite, vous pourrez le récupérer en JavaScript en utilisant json.parse pour analyser une chaîne de caractères qui contient un code JSON. Ou json.stringify si vous voulez faire l'inverse. Et en fait, on va voir juste après, dans la vidéo sur l'utilisation d'une API, que quand vous appelez un site extérieur qui vous transmet un code JSON en vous disant que c'est du format JSON, et vous n'avez même pas besoin d'utiliser JSON parse, comme les objets sont notés comme ça en JavaScript, vous pouvez directement récupérer l'objet qui vient d'un site extérieur. Comme si vous aviez créé votre variable sur un site extérieur et que vous récupériez sa valeur. Alors, justement, on va faire une dernière vidéo pour parler de cela.